Des intellectuels. La critique était sympathique, les gens voulaient bien que ça marche, mais tout le monde avait un peu des doutes. Oh mon Dieu, un événement jazz, c'est à New York qu'il y a ça, des grands événements. Il existait d'autres festivals de jazz dans le monde, mais les deux fondateurs voulaient donner une touche montréalaise à l'événement en impliquant beaucoup de musiciens locaux. Ils souhaitaient également donner de la place à plusieurs genres musicaux comme le blues, la salsa et la musique du monde. La première année a avorté. On devait commencer en 79 et on a manqué de ressources pour le faire. Alors, à un mois et demi d'avis, un mois et demi avant de tenir le festival en question, on a dû l'annuler. On est revenu en 80 avec une formule un peu plus modeste. C'était sur les îles de l'Expo. Ça a vraiment pris son envol quand on a déménagé le festival sur la rue Saint-Denis, en 82. Là, sur la rue Saint-Denis, qui est une jolie rue avec des restaurants, des terrasses, des bars, et le théâtre Saint-Denis, là, on a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Rapidement, la rue est devenue trop petite et on a déménagé sur le site actuel autour de la Place des Arts. Des moments marquants, il y en a eu beaucoup, mais évidemment, quand Miles Davis est venu la première fois en 82, c'était quelque chose qu'on n'espérait pas vivre au Festival de jazz. Et ça a été formidable, il est revenu 4 fois après. Il y a eu aussi la présence au festival d'une des plus grandes chanteuses de jazz, Ella Fitzgerald. On a fait un concert au Forum avec Oscar Peterson aussi, qui était formidable, la 5e année. Il est revenu souvent après ça, jouer pour nous aussi à la Place des Arts. On s'est fait des amis dans le festival de jazz. Diana Krall, que j'ai connue avant qu'elle soit très connue, que j'avais rencontrée à New York et tout. Diana Krall a commencé, en fait, au Festival de jazz de Montréal. Le festival a eu, malgré lui, une mission éducative auprès des Québécois. Ils consomment plus de jazz qu'ailleurs en Amérique du Nord. C'est à peu près 5 % des ventes de disques, c'est des disques de jazz. Dans le cas de Montréal, cette proportion-là monte à presque 10 %. C'est le double de ce que c'est ailleurs. Avec le jazz, ça bouge à Montréal ces temps-ci. Mais il y a une autre ville au Canada où ça brassait encore plus fort mercredi dernier, à Vancouver. C'est à Vancouver qu'auront lieu les Jeux olympiques d'hiver de 2010. C'est le président du Comité international olympique, Jacques Rogge, qui en a fait l'annonce à Prague mercredi midi, heure de Montréal. Le vote a été serré. Vancouver a battu la ville de Pyeongchang, en Corée du Sud, par seulement 3 voix, 56 contre 53, au deuxième tour de vote. À Vancouver même, des milliers de gens s'étaient réunis pour entendre le choix final du comité olympique. Évidemment, ils ont explosé de joie. Satisfaction aussi chez nos athlètes québécois, qui s'étaient retrouvés au Stade olympique de Montréal pour accueillir la nouvelle. Quelques-uns d'entre eux auront sans doute la chance de vivre l'aventure olympique dans leur pays. Et ça, c'est toujours stimulant pour un athlète de performer devant un public qu'il supporte. Croyez-en une pro comme la patineuse de vitesse Nathalie Lambert, qui a fait les Jeux de Calgary en 1988. Un de mes plus beaux moments olympiques, c'est ça. C'est quand on a fait notre entrée dans le stade, puis que 60 000 spectateurs se sont levés puis nous ont donné un standing ovation parce qu'on était les athlètes de leur pays. C'était tous nos spectateurs à nous. Ça, c'est magique. Ça, tu peux pas le vivre dans d'autres pays. En effet, selon le Comité international olympique, les athlètes ont de meilleurs résultats quand c'est leur propre pays qui reçoit les Jeux. Espérons que ce sera le cas en 2010. Une grande actrice américaine, Katharine Hepburn, est décédée la semaine dernière à l'âge de 96 ans. C'est normal que son nom ne vous dise rien parce qu'elle n'a pas joué dans les derniers films à la mode. Mais c'est une femme de grand talent qui, à une autre époque, a marqué l'histoire du cinéma. Katharine Hepburn s'est éteinte dimanche le 29 juin dans sa maison aux États-Unis à l'âge de 96 ans. Elle est née en 1907 au Connecticut. Son père était chirurgien et sa mère se battait pour défendre les droits des femmes. C'est peut-être l'influence de sa mère qui lui donna son caractère si déterminé et qui la poussa à prendre sa place dans un monde d'hommes. Ça a été une femme marquante dans l'histoire du cinéma par son indépendance, sa force de caractère, le choix de ses rôles, beaucoup. C'est une femme qui a commencé très tôt dans l'histoire du cinéma à faire des choix très stratégiques, à s'imposer. Katharine commence sa carrière au théâtre et passe au cinéma à Hollywood en 1938.
1961. 3 ans plus tard, à l'âge de 27 ans, elle obtient l'Oscar de la meilleure actrice pour le film Morning Glory. Elle ne répondait pas aux codifications hollywoodiennes, c'est-à-dire qu'elle ne jouait pas le jeu de la star, elle refusait les entrevues, refusait les photos, mettait des pantalons slacks, ce qu'ils appelaient des slacks, c'était des pantalons larges, pas de make-up, pas de maquillage. Au début de sa carrière, dans les années 40, je ne me trompe pas, elle fuyait tellement les journalistes et les entrevues que, à un moment donné, sur un terrain d'atterrissage dans un aéroport, elle a failli se faire trancher la tête par des hélices d'avion parce qu'elle tentait d'échapper aux journalistes. À l'âge de 60 ans, elle reçoit un 2e Oscar pour sa performance dans Devine qui vient dîner. Puis, en 1968, pour Un lion en hiver et un 4e en 1981 avec La Maison du lac. Au total, l'actrice aura tourné dans plus de 40 films. C'est elle qui a le record au niveau du nombre d'Oscars qu'elle a gagné. Pour les nominations, elle s'est fait dépasser l'année passée, je ne me trompe pas, par Meryl Streep, mais ça a quand même toffé au moins 50 ans. Si vous avez envie de découvrir le talent de cette femme très libérée pour son époque, voici 2 suggestions de films. Tout d'abord, Soudain, l'été dernier, un film de 1959. Ce film-là, c'est vraiment par rapport à l'histoire. La distribution est très intéressante aussi. Il y a évidemment Katharine Hepburn, il y a Elizabeth Taylor et Montgomery Clift. C'est un film un peu étrange. Catherine joue une veuve qui a perdu son fils dans des circonstances mystérieuses. Elle offre à un chirurgien de construire une nouvelle partie à son hôpital psychiatrique s'il accepte de faire une opération à sa nièce. Cette dernière était avec son fils le jour de sa mort. Deuxième suggestion, un film qui s'appelle Lion en hiver avec Peter O'Toole, un autre grand comédien. Et ce film-là, c'est très intéressant de le voir parce que ça mélange beaucoup théâtre et cinéma. Et au niveau du texte et de la chimie entre les comédiens, on voit quelque chose de très, très puissant se passer. En 1999, Katharine Hepburn a été désignée la plus grande actrice de cinéma du 20e siècle par l'American Film Institute. Dans quelques instants, son métier, mettre un peu de folie dans le ciel. Heure 24. Avez-vous déménagé cette semaine? Sinon, il y a sûrement quelqu'un autour de vous qui l'a fait. Au Québec, il y a en moyenne 200 000 familles qui changent de logis le 1er juillet. Un déménagement, on ne s'en sort pas, c'est épuisant pour tout le monde. Et pour certaines familles, ça peut même prendre l'allure d'un drame. Des gens qui sont obligés de déménager, mais qui ne sont pas capables de se reloger. Des centres d'urgence où les familles peuvent rester quelques jours si elles sont mal prises. C'est ça, la crise du logement. Pourtant, il y a quelques années, les gens qui voulaient déménager le faisaient sans ennui. On avertissait son propriétaire, on se trouvait un autre logement et hop, le tour était joué. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que les choses changent autant? Plusieurs raisons peuvent expliquer la crise. La première et la plus probable, c'est qu'il se construit moins de nouveaux logements, parce que ce n'est plus payant de le faire. Il y a 10 ans, les gens qui avaient des sous investissaient dans un immeuble à logement, car ils savaient qu'au bout du compte, ils gagneraient plus d'argent. Aujourd'hui, la situation économique du Québec a changé et c'est risqué d'investir dans ce secteur. Autre raison avancée, on ne construit plus de logements sociaux. Des logements sociaux sont des logements que le gouvernement construisait et qui étaient destinés aux familles moins riches. Sauf que depuis 1994, le gouvernement a décidé d'arrêter son programme. Mais il a promis de le relancer et de construire des milliers de logements d'ici quelques années. Pour le moment, la crise se poursuit, mais heureusement, cette année, les centres d'hébergement sont mieux préparés pour accueillir les sans-logis. Finalement, petite consolation. L'histoire nous apprend que les crises du logement sont cycliques. Elles sont apparues et disparues au fil des ans au Québec et que si elles sont bien gérées, on devrait pouvoir s'en sortir. Notre coup de cœur va cette semaine à la compagnie Kraft qui a décidé, il était temps, de prendre un peu plus le virage santé. La compagnie, qui est la plus importante dans le domaine alimentaire aux États-Unis, réduira la grosseur des portions individuelles et va revoir les produits qu'elle place dans les distributrices des écoles. Notre coup de pied va à certains administrateurs du gouvernement fédéral qui sont injustes dans la distribution des emplois d'été pour étudiants. Selon un rapport obtenu par un journal montréalais, 19 % des emplois d'étudiants au gouvernement fédéral vont aux enfants et aux proches des administrateurs.
Une enquête sur 700 embauches d'étudiants a révélé que dans un nombre important de cas, les responsables ont contourné les mesures afin d'embaucher une personne de leur choix. C'est ce qu'on appelle du favoritisme, privilégier ses petits amis au lieu de donner une chance égale à tout le monde. Le conflit entre Israéliens et Palestiniens. C'est pas fini et on s'attend toujours au pire. Eh bien, pas cette semaine. Des deux côtés, il y a eu des efforts pour tenter de réaliser la fameuse feuille de route pour la paix. Le premier ministre palestinien, M. Abbas, qui serre la main du premier ministre israélien, M. Sharon. On croit rêver et pourtant c'est bien vrai. Israéliens et Palestiniens sont maintenant engagés dans le plan de paix qu'on appelle la feuille de route proposée le 4 juin dernier par le président Bush. Tous vont tenter d'arrêter la violence et la provocation. Par exemple, l'armée israélienne a commencé dimanche à se retirer des territoires palestiniens dans la bande de Gaza et la Cisjordanie. Cette armée a aussi redonné mardi le contrôle de la ville de Bethléem aux Palestiniens. Un autre geste concret pour la paix. De leur côté, les principaux groupes armés palestiniens se sont engagés à faire une trêve, durant 3 mois pour le Hamas et le djihad islamique et durant 6 mois pour le Fatah. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut collaborer. C'est ainsi que cette semaine, il y a eu à au moins 3 reprises des échanges de tirs entre l'armée israélienne et les Palestiniens des brigades Al-Aqsa qui refusent le plan de paix. Le concours international des feux d'artifice mondial SAQ est commencé depuis quelques semaines et va se terminer le 30 juillet. Chaque année, il y a des gens qui manipulent des centaines de kilos d'explosifs pour réaliser des spectacles impressionnants. Leur métier, artificier. Paul Choukassi est complètement fou des feux d'artifice. Il en a fait son métier, artificier. Aujourd'hui, il est directeur des artificiers qui travaillent à la ronde. La plupart des artificiers travaillent comme techniciens. On doit placer les pièces pyrotechniques dans les tubes ou à des endroits divers sur le terrain. Et ensuite, on raccorde toutes ces pièces pyrotechniques-là électriquement à un système de mise à feu. Ensuite, il y a des artificiers qui sont plus spécialisés dans la conception de pièces pyrotechniques. Mais disons qu'au Canada, comme on a une seule compagnie qui fabrique des pièces pyrotechniques, donc les artificiers qui peuvent se permettre de manipuler l'intérieur des pièces pyrotechniques sont très rares. Lors de notre visite, l'équipe française était sur place pour préparer le numéro de pyrotechnie. D'après leur expérience, le métier se pratique à peu près de la même façon partout dans le monde. Il y a des petites méthodes de travail qui changent. C'est intéressant justement de confronter les différentes méthodes de travail, parce que parfois on apprend des choses, on se dit tiens, finalement ils sont plus efficaces que nous sur certaines choses. Quand on joue avec des explosifs, la sécurité est primordiale. Le travail de Paul Choukassi consiste d'ailleurs à vérifier que tous les artificiers canadiens et étrangers respectent la réglementation canadienne en matière d'explosifs. On doit vérifier les angles de tir pour ne pas que ça accroche les structures dans la ronde, les manèges ou diverses choses, ou que ça ne puisse pas aller vers les spectateurs. Normalement, on n'a pas le droit d'avoir un briquet ou des allumettes sur soi quand on est sur le terrain. Il est interdit de fumer. Il y a des choses qu'ils ne font pas, comme se lancer des pièces pyrotechniques. Normalement, on ne le fait pas. On a vu des pays le faire. Et à ce moment-là, on doit tout de suite intervenir pour leur dire que s'ils veulent travailler comme ça, ils vont le faire chez eux, mais pas ici. Parce que nous, on considère que c'est trop dangereux. Selon Paul Choukassi, les gens oublient trop souvent qu'être artificier, c'est un métier dangereux. Ici à Montréal, on est chanceux, on n'a jamais eu d'accident ou seulement des petits incidents, mais c'est vraiment très dangereux. C'est vraiment de l'explosif, c'est aussi dangereux que de la dynamite. Quand l'heure du spectacle arrive, tous les artificiers quittent le terrain où sont installés les explosifs. Les explosions sont commandées à distance. Maintenant, comment devient-on artificier? Il n'y a pas vraiment d'études. Il y a un cours qui se donne par Ressources naturelles Canada, mais c'est un cours qui dure seulement une journée et qui donne surtout les bases de la sécurité. Après ça, ça vous donne une carte qui vous permet d'apprendre. Alors, avec cette carte-là, vous pouvez aller travailler pour des compagnies pyrotechniques sous la supervision d'artificiers de plus haut niveau qui vont vous faire apprendre le métier. Paul travaille depuis 13 ans à la ronde, mais n'a pas commencé comme artificier. J'ai commencé comme je nettoyais les déchets après les feux d'artifice. Ça a été ma première job d'été.
Et tranquillement, j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir artificier, chef d'équipe, et tranquillement, monter. Les artificiers ne peuvent pas vivre uniquement de ce métier. C'est un travail saisonnier. Après les festivités de la Saint-Jean-Baptiste et de la Fête du Canada, les feux s'éteignent déjà jusqu'à l'été suivant, sauf pour les chanceux qui travaillent au Mondial SAQ. Lundi dernier, on a fait en Russie un autre genre de lancement dans le ciel, plus durable qu'un feu d'artifice. Il s'agit du télescope spatial canadien MOST, le plus petit télescope spatial au monde. Il est de la grosseur d'une valise. MOST sondera l'intérieur de certaines étoiles, tentera d'établir la limite de l'âge de l'univers et détectera la lumière réfléchie par des mystérieuses planètes à l'extérieur de notre système solaire. Toute une mission. Au retour, il n'y a pas de neige, mais c'est aussi excitant. Le chantier vise à redonner à cette artère commerciale des allures des années 20. Le mobilier urbain, le pavage de la rue et les trottoirs ainsi que l'éclairage seront refaits. La ville entend minimiser l'impact des travaux pour les commerçants et la circulation. Le Grand Journal en bref, une présentation des Galeries du Cap. Pour plusieurs, le permis de conduire, c'est le passeport pour la liberté. Mais encore faut-il l'obtenir. Les cours de conduite ne sont plus obligatoires. Vous pouvez donc étudier la théorie par vous-même, apprendre à conduire avec quelqu'un qui a déjà son permis et vous présenter ensuite à l'examen. Mais pour ceux qui désirent prendre un cours, voici quelques conseils pour trouver l'école qui vous convient. Vous avez enfin l'âge de prendre le volant. Vous voulez le permis au plus vite, mais apprendre avec vos parents, un adulte de la famille, ça ne vous inspire pas? Solution, suivre un cours de conduite. C'est vraiment une bonne école. Les profs sont super sympathiques. Je vous conseille de venir ici. Voici un client satisfait. Vous voulez en dire autant de votre école de conduite? Pour trouver celle qu'il vous faut, il y a des petits trucs infaillibles. Il faut magasiner comme on magasine comme pour n'importe quoi, que ce soit pour une paire de jeans, on va voir le modèle qu'on aime, l'approche qu'on aime. Bien là, évidemment, on parle d'une approche pour l'école. Donc, c'est la même chose pour les écoles de conduite. D'abord, il faut vérifier si l'école est bien certifiée par la CAA ou la Ligue de la sécurité du Québec. Pourquoi? Parce que ça vous assure d'un enseignement de qualité et parce que ça vous permet d'obtenir votre permis probatoire plus rapidement. Au lieu de passer 12 mois à être supervisé, quand vous avez suivi un cours avec une école certifiée, bien, ça passe à 8 mois, donc ça vaut quand même la peine. J'ai pris un cours de conduite parce que je voulais avoir mon permis le plus rapidement possible, parce que je veux pouvoir m'acheter une voiture le plus rapidement possible, parce que je suis un petit peu tanné des autobus. Puis en plus, quand vous avez un cours certifié, donné par une école certifiée aussi, le coût de vos assurances va baisser. Ainsi, votre coût pourrait être partiellement et même complètement remboursé grâce aux économies faites sur vos assurances. On vérifie quels sont les prix. Parce que les prix peuvent varier. Et quelquefois, on va peut-être vous dire « Ah, c'est 300 $, d'autres fois 500 $, mais il s'agit de savoir ce que ça comprend. Des fois, 300 $, ça peut sembler être super bonne affaire, mais est-ce que ça inclut l'inscription? Est-ce que ça inclut les manuels? Alors que quand on fait toute notre addition, c'est peut-être moins avantageux que le forfait tout compris à 500 $. Avant de choisir son école, c'est bien d'aller faire un tour sur place et de rencontrer le personnel. Un bon truc, c'est peut-être d'essayer d'y aller à la fin d'un cours. Alors comme ça, les élèves qui sortent, on peut leur dire « Hey, est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu es satisfait? » Moi, c'était par bouche à oreille. Il y a bien du monde qui m'en ont parlé. Puis ils m'ont dit qu'ils donnaient en plus des cours de moto aussi. Fait que ça aussi, ça m'intéressait peut-être. Donc, c'est ça. On regarde aussi peut-être les véhicules. Est-ce que les véhicules ont l'air d'être bien entretenus ou ça a l'air d'être une série, un pack de minounes? Alors évidemment, on préfère quand même apprendre avec des véhicules là, qui sont en bonne condition. Les cours de conduite ne sont plus obligatoires depuis 1997. Malgré tout, près de 70 % des nouveaux conducteurs comptent sur un cours de conduite pour passer leur permis. C'est plus obligatoire? Non. Ah ben, tu m'apprends quelque chose, toi? Avec ces conseils, vous devriez trouver l'école qui vous convient. Comme ça, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour suivre votre cours de façon agréable puis de bien réussir votre examen du premier coup. Il y a d'autres engins pour lesquels on ne vous demande pas de permis de conduire. Tant mieux, comme ça tout le monde peut les essayer et c'est toute une expérience. Bon, aujourd'hui, le petit journal m'a envoyé faire un reportage sur la luge alpine au Mont-Tremblant.
Hey, on est en plein mois de juillet, là. Il fait chaud, il fait 25 degrés, là. La luge alpine, comment, là? Je vais être encore obligée de mettre un casque, là. J'ai l'air d'une folle avec ça. Ah, bon, OK. La luge, on y va. Ouais, le caméraman, il va mal slow! Pour une première année, la station du Mont-Tremblant propose une descente d'1,4 km sur une piste en ciment. Le véhicule utilisé, une luge alpine. C'est génial! Il y a un kart ou une bolide à 3 roues et on s'installe assis. On contrôle le tout avec les guidons. Mais avant de sauter sur ce petit engin amusant, il y a certaines précautions à prendre. Est-ce que je suis vraiment obligée de mettre ça, là? Oui, vous n'avez pas le choix, madame. Oui? Oui. Fait pourquoi? Est-ce que c'est dangereux? Sécurité. Sécurité? Oui. OK. Tout le monde doit passer par les chaises montantes, 2 par 2 seulement. Il y a peut-être de la neige en haut, on va faire du ski. Est-ce que c'est difficile à contrôler? Pas du tout. En fait, il vous donne un petit cours de 1 minute pour vous dire un peu comment ça fonctionne en haut. Et suite à ça, on descend, puis c'est comme si on a fait toute notre vie. La conduite est en effet très simple. La vitesse maximale qu'on peut atteindre, 30 km à l'heure. Alors, quand je rapproche les bras vers moi, ça freine. Si je tends mes bras, je les éloigne, ça va un peu plus vite. On va essayer ça. Ouh, on prend un peu de vitesse. C'est très, très sécuritaire. D'ailleurs, lorsqu'on descend, c'est fait en béton 4 mètres de large. Donc, on peut se dépasser. J'ai plus d'amis! Est-ce que c'est ouvert à tout le monde de 7 à 77 ans? Effectivement. Alors, ça commence à 1,10 m et ça va au plus haut 6 pieds 5. En Nouvelle-Zélande, ce type de descente existe depuis 16 ans et il est très populaire. Une équipe de Néo-Zélandais en ont construit au Japon avant de se rendre au Canada pour la première fois. On a un groupe de Nouvelle-Zélande, Skyluge, qui sont venus ici étudier la situation. Ils nous ont proposé d'avoir la luge ici pour justement que ça soit accessible au niveau du printemps, été, automne. Je prends de mieux en mieux mes courbes. Isabelle Villeneuve. Bye! C'est vraiment trippant. C'est vraiment le fun. J'ai les mains qui tremblent un peu. Puis à part d'avoir un look de l'enfer, c'est super le fun. On contrôle nous-mêmes notre vitesse. C'est ça qui est génial, hein? Si on veut aller tranquillement, mollo, même discuter, on peut. Si on veut aller super vite, on peut. C'est vraiment une belle invention. Amusante expérience où on peut devenir expert en quelques minutes et effectuer le trajet en 5 minutes seulement. Le coût d'une seule descente, 8,50 $ et 22,50 $ pour 3 descentes. Si vous avez des questions sur un de nos reportages, des commentaires ou encore des suggestions de reportages à proposer, voici comment nous joindre. Par courriel, par télécopieur ou encore par téléphone. Et pour les mordus de notre émission, consultez notre site web et visionnez quelques-uns de nos reportages du week-end. C'est maintenant le temps de vous parler de notre super concours « Je perds les pédales avec le petit journal ». Le prix à gagner, un vélo 18 vitesses. Pour y participer, vous n'avez qu'à noter le mot qui apparaît au bas de l'écran ainsi que la date de diffusion de l'émission. Ensuite, vous allez sur notre site Internet et vous remplissez le coupon de participation. Vous trouverez aussi sur notre site Internet les règlements du concours qui se terminent le 10 juillet. Bonne chance! Voilà, c'est comme ça que se termine notre émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se revoit demain. Chantal Lacroix et ses invités font du speedboat à Cancún au Mexique. Parti pour l'été ce soir à 19h.